Donc là, on va commencer toute une série d'ateliers qui sont censés normalement être la synthèse de tout ce que nous avons vu ensemble sur Nomad Sculpt. L'idée, c'est peut-être non pas que vous subissiez le corrigé, que j'enregistre en même temps que je vais le faire avec vous, c'est que vous vous amusiez à le faire justement tout seul, et de manière à ce que vous puissiez valider éventuellement des acquis ou pas, et peut-être revoir certaines leçons complémentaires et ensuite essayer de faire la modélisation vous-même. Voilà, après le corriger, c'est de voir quel processus j'ai suivi pour obtenir ce résultat. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire sur ce projet. Donc je vais partir sur un nouveau projet. Je n'ai pas besoin de la sphère de départ. Et je vais ici, bien, non pas choisir ma couleur d'arrière-plan, mais je vais cocher image de référence. Et je vais aller chercher, en important, une autre image. Donc je vais dans mes photos. Et je vais récupérer ce qu'on a exporté en PNG, cette photo-là, de façon à pouvoir l'utiliser comme référence. Donc vous vous souvenez, on va mettre ça avec transformation à un endroit qui va nous gêner le moins possible. On va se mettre par exemple ici. Et ensuite, en touchant n'importe où, vous validez l'importation de votre mug. Donc le fait d'avoir, vous voyez, je peux aussi bouger mon canevas, ça n'a aucune incidence, l'image de référence, elle va rester toujours au même endroit. Donc, la première des choses, c'est d'analyser justement ce qui pourrait être, quelle type de primitive vous pourriez utiliser justement dans ce contexte-là. Donc là, bah, c'est soit vous avez des acquis et vous allez les récupérer, soit c'est un peu compliqué, et là vous dites, ben, je sais pas trop quoi faire, ce qu'il me faut, moi, c'est générer par exemple le trou, ce qui pourrait être un élément de choix, et donc ça veut dire qu'une sphère, par exemple, globalement, c'est pas possible. Alors, vous allez me dire, oui, ça paraît logique, mais c'est pas toujours évident, et donc, bah, là-dedans, ce qui se rapproche le plus finalement de ce qui nous intéresse, c'est peut-être justement cette notion de cylindre. Donc si on sélectionne cylindre, bah, vous voyez que ça a déjà l'aspect d'un mug à quelques petites différences près, c'est-à-dire que par exemple, on n'a pas ici d'éléments, un toit et une cave, ou un grenier plutôt et une cave, mais on n'a pas du tout le trou qu'on souhaitait justement avoir. Par contre, ben, on s'aperçoit que dans la zone de réglage, justement, on va retrouver ces notions de capuchon, de rayon, et également ce qui est désactivé, le trou qui est ici présent. Et cette fonction trou va avoir normalement, si on se met ici, vous voyez, en mode plutôt avec les points qui apparaissent, eh bien, le trou va pouvoir se gérer à partir de là. Donc si on regarde en dessous, il y a un trou également ici. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on règle à la fois le haut et le bas. Donc on avait vu qu'on pouvait activer le trou en haut, le trou en bas, et ce trou qui est en bas, eh bien, avec le point bleu, on vient le fermer complètement, sauf que, vous voyez ici, c'est un trou qui ne se ferme pas forcément complètement. Ici, par contre, l'avantage, c'est qu'on va avoir le trou que l'on souhaite, avec cette capacité de venir varier l'épaisseur également de ce rebord de mug, par exemple. Alors, si vous aviez à le faire autrement, ce truc-là, eh bien, on peut imaginer, par exemple, que vous puissiez aussi, non pas utiliser un seul mug, je vais réinitialiser la vue, mais par exemple deux. Donc, on avait vu aussi qu'on pouvait utiliser des opérations booléennes pour faire ce genre de choses, donc la sphère, n'importe quoi, le cylindre, et ce premier cylindre étant fait, on va en faire un clone. Le clone, il va se trouver à l'intérieur, en fait il a exactement la même taille pardon, que l'autre. Donc vous voyez, en se mettant en rayon X, on va pouvoir voir les deux. Alors on peut le cas échéant valider, puisqu'on n'a pas forcément grand chose à faire de plus sur ces figures. On aurait pu réduire le nombre de subdivisions, mais voilà, c'est trop tard. Et bah, je vais prendre par exemple la partie, le cylindre 1, qui est le deuxième que j'ai conçu, et avec le gizmo et le rayon X, je vais pouvoir, vous voyez, créer justement cette deuxième entité qui va correspondre en fait à l'épaisseur de mon ouverture au-dessus, mais qui, parce que je l'ai surélevé un tout petit peu, va donner un fond aussi à ce mug, et bah, je pourrais modifier éventuellement l'échelle, de façon à ce que ce cylindre dépasse. De toute façon, l'opération booléenne ne va pas tenir compte de tout ce qui n'est pas en intersection avec l'objet de référence. Donc, ça règle le problème. Donc une fois que vous avez défini la bonne épaisseur, vous pouvez réajuster éventuellement ça. Alors après, il sera trop tard, hein, évidemment, parce que les opérations booléennes ont un facteur destructif de la source. Voilà, donc j'ai mes deux éléments, donc il est toujours temps d'évaluer un petit peu l'épaisseur
du rebord du mug, ça me paraît pas mal. Et bien à ce moment-là, on sélectionne les deux. Vous vous souvenez, celui qui sert de modèle pour creuser l'autre, eh bien on le masque. Et ensuite, eh bien, on va lancer une opération booléenne ici, et on a bien notre trou. Et puis on a par contre un trou en dessous qui est beaucoup plus sympa que celui qu'on avait tout à l'heure. Éventuellement, pour éviter de se couper les lèvres, si jamais on boit un thé, ce sera peut-être éventuellement de lisser davantage la partie intérieure. Vous pouvez aussi lancer une opération globale avec ce petit bouton ici et venir donc lisser les rebords. Bon, ça lisse un tout petit peu la partie intérieure. On ne va pas aller trop loin parce que sinon ça déforme cette forme. Et puis pour l'anse, ben, on s'aperçoit qu'il y a ce truc circulaire, on pourrait se dire tiens, donuts, ça pourrait être sympa, sauf qu'on a, vous voyez, une épaisseur un petit peu plus importante sur les extrémités, moins sur la partie arrière de l'anse par exemple. Donc ça veut dire que ben, on n'a pas trop le choix, et on va venir se positionner plutôt sur un tube par exemple. Donc ici, je vais revenir à ma vue de devant, pour ne pas faire de bêtises. Si éventuellement j'ai ce mug à poser sur un élément plat, donc un sol, vous vous souvenez que cette zone rouge, c'est en fait là où généralement on va plaquer le sol de l'objet. Et une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir se mettre ici sur la vue droite, par exemple. Et sur cette vue de droite, on va rajouter ici un élément de type, quand je l'aurai trouvé, je vous dirai, tube, voilà. Alors ça me fait à chaque fois ça, donc je vais passer par là. Et donc l'idée du tube, c'est un clic, soit vous dessinez le tube, ce qui n'est pas forcément très pratique, soit vous choisissez un tracé, ce sera plus simple. Et à ce moment-là, on va dessiner cet élément. Vous pouvez valider tout de suite si vous le voulez. Ce qui fait que le tube étant en place, vous rajoutez ce point intermédiaire qui est en fait une courbe. On va essayer de le laisser aligner sur la grille. Et ensuite, ben, on revient sur une vue de devant pour maintenant tracer notre anse avec le positionnement des points et éventuellement peut-être l'ajout de points supplémentaires pour venir créer justement cet arrondi qui nous permettra de caler un petit peu mieux nos éléments, faire un peu l'anse, faire un truc à peu près comme on aurait souhaité le faire. Alors si le magnétisme vous posait souci, là ça va quand même nous aider à nous positionner et à faire un truc à peu près symétrique. Voilà, on pourrait par exemple s'arrêter là, donc je reviens sur ma vue de droite et je recale les points. Alors ce que je peux faire dans un premier temps, c'est déjà déplacer, sauf que je risque peut-être de décaler également mon élément. Donc ce que vous pouvez faire, c'est reprendre le gizmo, de venir ensuite déplacer votre élément pour le réaxer sur l'axe vert, et ensuite éventuellement de recaler les points de façon à ce que votre anse, si on revient sur l'outil point, puisse être sur le tracé lui-même. Si on se décale légèrement, ça permettra aussi de positionner les tubes dans la forme. Voilà, bon, j'espère que vous êtes un peu plus efficace de votre côté. Moi, je galère. Je galère à chaque fois que j'ai besoin de me projeter dans un espace 3D. Je pense que mon cerveau n'est pas fait pour ça. Voilà. Bon, pas mal. On va le laisser comme ça. On peut le décaler un tout petit peu vers le bas. Dans l'axe. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc j'ai ce que je veux. Ça me pose énormément de soucis. J'arrive pas à le faire rentrer dedans. Ouais, c'est bon. On va laisser comme ça. Je vérifie quand même sur la vue de droite. A priori, c'est relativement droit, donc c'est bon. Vue de devant, ça me paraît pas mal. Encore des accès. Donc, une fois que vous avez ça, la coloration, de voir si l'environnement réagit, ça c'est bon. Et puis ensuite, vous allez définir la couleur de chacun des éléments. Donc ici, on va aller sur l'outil peinture. On va vous chercher un blanc qui se reflète plus ou moins avec plus ou moins de rugosité. L'effet métallique ici, on va peut-être oublier. Et donc, vous faites tout peindre. Vous faites la même chose pour l'anse avec la même couleur. Tout peindre. Et à ce moment-là, juste la différence de colorimétrie est juste liée à l'environnement qui n'est pas forcément calé de toute façon. Après, ce sera à vous peut-être, le cas échéant, de rajouter des lumières supplémentaires pour venir justement donner l'effet que vous souhaitez.
Et ensuite, cette figurine que vous avez devant, même chose, c'est quelque chose qu'on vient rajouter après l'aplat de couleur, vous vous souvenez, toujours avec l'outil pinceau. Donc on va sélectionner le bon élément. On vient ensuite les contours pour vous aider un petit peu, pour savoir ce que je sélectionne. Et ensuite ici, bien, on vient dans l'outil peinture, importer la source. Une fois qu'elle est dans la bibliothèque, elle est disponible. Et à ce moment-là, on revient. Le problème, c'est que si je fais ça, vous voyez, je peins cette figurine, vous vous souvenez, et donc du coup, c'est pas l'outil peinture qu'il faut utiliser pour ça, mais une copie qu'on avait fait, en tout cas que moi j'ai fait en mode sticker, avec la particularité justement d'être ici un capteur rayon dynamique. Au niveau alpha, on va laisser comme ça. Au niveau atténuation, on va laisser comme ça aussi, c'est-à-dire que l'élément apparaît plein pot. Et donc, on va se remettre ici en blanc, et on va sélectionner, je vais fermer ça, resélectionner à nouveau notre élément, et on vient le positionner à l'intérieur du mug, sans effet de symétrie. Et donc, s'il apparaît dégueulasse comme ça, c'est que vous avez besoin de venir augmenter la résolution, éventuellement lisser si besoin était. Voilà. Je reviens sur la vue de devant, je retourne à mon sticker, hop, ça n'a pas changé, et à ce moment-là, je recale mon personnage pour être à peu près calé sur le modèle. Alors, vous voyez que la résolution est encore un peu basse. Je vais l'augmenter encore. Et le calcul est un peu plus long. Et le rendu est un peu meilleur que ce que j'avais tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. Alors là, non, c'est bon, je pensais avoir fait l'erreur. Donc après, vous pouvez, le cas échéant, utiliser le résultat que vous avez fait. Alors, la grosse bêtise que j'ai faite, c'est que je n'ai pas enregistré. Donc pensez aussi à le faire dès le début, à enregistrer assez régulièrement, de façon à pouvoir le conserver et revenir éventuellement l'ouvrir si vous avez un plantage machine, surtout si vous augmentez par exemple le nombre de mèches. Voilà, donc je vous laisse l'exporter, l'enregistrer comme vous le souhaitez, et on va passer au suivant.